Mesdames et messieurs, bonjour. L'information se poursuit sur SICA. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du décryptage. Votre émission Angle de vue s'intéresse ce jour à la démission surprise jeudi dernier du président de l'Assemblée nationale gabonaise. Contre toute attente et en pleine séance plénière au Parlement, Guinzouba Daban a officiellement démissionné de ses fonctions, estimant que les institutions et les députés n'étaient plus respectés par le pouvoir. Mais quel impact cette démission pourra-t-elle avoir sur la candidature du président sortant, le président Ali Ben Bongo, à quelques mois de la prochaine présidentielle? Nous ferons le débat dans un instant avec nos invités. Nous irons par la suite en Guinée équatoriale où la campagne pour l'élection présidentielle du 24 avril démarre officiellement le 8 prochain. Mais quelle crédibilité peut-on accorder à ce scrutin auquel les deux principaux partis d'opposition ont décidé de ne pas participer parce qu'ils jugent le fichier électoral peu fiable et déplorent que ces élections aient été convoquées de manière anticipée, ce qui est contraire, selon eux, à la loi fondamentale. Vous aurez l'avis de nos analystes dans un instant. Enfin, nous serons en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma vient encore d'essuyer un cinglant revers et pour cause, la Cour constitutionnelle du pays lui a ordonné de rembourser dans un délai de 45 jours au plus une partie de l'argent déboursé pour la rénovation de sa résidence privée. Une décision saisie au bon par l'opposition de ce pays qui compte demander dans les jours à venir la destitution du président sud-africain. Cette opposition pourra-t-elle enfin avoir la peau de Jacob Zuma? Nous ferons le débat dans un instant. Mais en attendant, madame, monsieur, je vous invite à découvrir un point de l'actualité. C'est à travers ce flash d'informations. En Centrafrique, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, se dit profondément choqué par de nouvelles allégations de viol et d'exploitation sexuelle qui visent les casques bleus. La plupart des faits allégués se seraient déroulés dans la préfecture de Keno, dans le centre du pays entre 2013 et 2015, et concerneraient des éléments des contingents burundais, gabonais, mais aussi de la force française Sangaris. 10 villes de l'ouest de la Libye ont annoncé ce jeudi leur soutien au gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU et qui s'efforce de s'imposer dans un pays où deux autorités rivales se disputent le pouvoir depuis des mois. Pendant ce temps, quelques 300 personnes ont apporté leur soutien au gouvernement en manifestant sur la place des Martyrs dans le centre de Tripoli. Le Soudan du Sud a informé ce jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU de l'arrivée imminente de troupes rebelles dans la capitale Djouba. Une étape prévue par l'accord de paix d'août 2015 est censée mettre fin à la guerre civile. L'arrivée de ces forces par avion doit ouvrir la voie à celle de Riek Machar, le chef de la rébellion qui doit former un gouvernement d'unité et de transition avec le président Salva Kiir. Retour sur le plateau de Angle de vue du moins pour le débat de ce jour. Je reçois deux journalistes analystes de l'actualité. Il s'agit d'abord de Moïse Soudé. Il est journaliste à la radio Soleil FM au Bénin. Moïse Soudé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à vous, chers confrères. Je reçois également Médéric François Gongo. Il est le fondé du quotidien Actu Express qui paraît au Bénin. Médéric François Gongo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Joël, et bonjour, Moïse. Je reste avec vous, Médéric François Gongo. Comme je le disais tout à l'heure, le premier débat abordé dans cette émission porte naturellement sur le Gabon où le président de l'Assemblée nationale, contre toute attente, a démissionné dans la journée du jeudi. Alors, ma première question qui s'adresse à vous, à votre avis, Médéric François Gongo, comment est-ce qu'on peut interpréter cette démission à la veille de la présidentielle au Gabon? La démission du président de l'Assemblée nationale du Gabon vient comme pour sonner le glas d'une division au sein du parti présidentiel. La gérontocratie dont a bénéficié le président Ali Ben Bongo peine à lui permettre de légitimer son pouvoir. Nous avons constaté qu'en plus de ce débat sur sa nationalité, il y a un véritable débat par rapport à son bilan et par rapport à ce qu'il a fait du déposit du feu père Ali Ben Bongo. Aujourd'hui, on l'a constaté... Omar Bongo, autant pour moi. On l'a constaté au niveau de l'opposition avec le décès de Bam Bam. Il y a une sorte d'enchère qui
qui est une partie d'un chèque qui est ouverte, où jusque-là, nous n'avons pas encore, en tant que tel, un candidat. On l'a constaté également au niveau du parti présidentiel, avec les sautes d'humeur du jadis ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Je veux parler de Jean Ping. Autant pour moi, pour les petits noms. Je veux parler de Jean Ping. On constate aujourd'hui que Ali Ben Bongo peine à tenir la barque. Il peine à tenir la barque et les dissensions à l'intérieur vont certainement être ressenties dans les jours à venir. La démission du président de l'Assemblée nationale, pour des raisons, pour moi, sont tout simplement fallacieuses, parce que le respect du député n'a jamais été une réalité dans des pays africains, notamment dans certains pays de l'Afrique centrale. On l'a constaté au niveau du Congo, Brazza, on l'a constaté au niveau du Tchad, on le constate aujourd'hui, beaucoup plus certainement qu'auparavant au niveau du Gabon, mais on ne peut pas me dire que c'est aujourd'hui que les députés ne sont pas comme des godillots et que l'Assemblée nationale n'a jamais été comme une caisse de résonance. Durant 19 ans. Et durant 19 ans, il a été président de cette Assemblée pendant 19 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il constate que les députés ne sont pas respectés. Exactement, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Des raisons fallacieuses, aussi fallacieuses qui nous opportunes. Tout simplement, je crois que le président de l'Assemblée nationale est en train de faire une bonne lecture de la situation politique. Il a compris que le parti présidentialiste pour lequel il a toujours œuvré, il a compris que son camp politique, le camp politique pour lequel il a toujours travaillé, le PDG, qu'il a toujours défendu corps et âme, perd le contrôle de la situation politique. Il a eu le signal. Il est en train de choisir son camp. Pas choisir son camp, certainement qu'il aurait dû provoquer le débat à l'intérieur du parti, certainement qu'il aurait dû voulu abonder, il aurait dû accepter d'abonder dans le même sens que les défectistes, que les frondeurs qui étaient à l'intérieur, on ne l'a pas écouté. Et je crois qu'à quelques jours, à quelques semaines de la tenue des présidentielles, s'il accepte, s'il décide, prendre cette décision de partir, c'est forcément parce que les carottes seraient... Mais rien ne le prouve, Seules les élections nous permettront de savoir... Je pense qu'il faut véritablement des cas de force majeure, il faut véritablement de la majeure de la présentation pour que le président Ali Ben Bongo arrive complètement à maîtriser la situation. Rien ne le prouve. C'est vrai qu'il aura... Surtout que le code électoral dans ce pays prévoit que le président est élu à la majorité simple. Donc tout est possible. Alors Moïse Soudey, cette démission qui arrive, pour certains c'est une surprise, mais pour d'autres c'était déjà annoncé, c'était susurré dans les couloirs. Est-ce que vous pensez que cette démission pourra avoir un impact sur la candidature d'Ali Ben Bongo à la prochaine présidentielle? Oui, quel que soit le schéma dans lequel se trouve, cette démission va avoir un impact. Parce que Ndama a été président de l'Assemblée nationale pendant 19 ans. Oui. Et il a été un pilier, un maillon important dans le système de Bongo. La troisième personnalité. Ça veut dire quoi? Qu'il a participé à la mise en place d'une certaine machine. C'est vrai que aujourd'hui, il se plaint du fait qu'on ne respecte pas les députés. Mais il faut dire qu'il a contribué à cela. Parce qu'au niveau du PDG, ce n'est pas évident qu'il y ait de débat démocratique. Parce que cela pose un problème d'organisation. Ils ont été tous à l'école de Bongo. Mais aujourd'hui, quand ils démissionnent... De Bongo Père. De Bongo Père. Donc, ils ont préparé Bongo Fils c'est eux qui ont encouragé Bongo Fils à prendre le pouvoir quand les autres dénonçaient. C'est un peu difficile en Afrique quand vous avez, comme je le dis souvent, batifolé avec un régime et qu'aujourd'hui, vous vous retirez au dernier moment, c'est déjà tard. Mais ce qui est sûr, selon certaines informations, il est possible qu'il se présente comme candidat. Mais aujourd'hui, quel que soit le schéma qui va se présenter, il faut dire que la machine de Ben Ali Bongo s'est déjà installé et il va gagner les élections du 28 août prochain. Rien ne le prouve. Non. Vous savez... Aujourd'hui, on sent un rassemblement des anciens caciques justement du pouvoir. Ceux qui ont servi le père Bongo, aujourd'hui, se mettent ensemble autour de... Mais vous savez ce qui va les diviser? Aujourd'hui que Ndama a rejoint l'opposition. Oui. Il y aura d'autres députés qui seront annoncés également. Tout à fait, il y aura une rivalité entre Jean Ping et Ndama, parce que Ndama connaît... Non, rien ne le prouve. Non. Il peut s'aligner, ils peuvent tous s'aligner. Je suis d'accord, mais s'il est déjà candidat. Il démissionne de son poste et qu'il va s'allier simplement, cette démission n'aurait servi à rien. Il n'a peut-être pas d'ambition présidentielle, il veut peut-être revenir président de l'Assemblée nationale. Ce poste-là, c'est un poste en griffe juteux, parce qu'en Afrique, il faut dire que quand on fait de la politique, d'abord, c'est pour ses propres intérêts. Mais ce qui va encore le plomber, vous savez, il aurait eu actuellement une affaire de surfacturation dans l'extension de l'Assemblée nationale que les gens sont en train d'exhiber déjà un dossier de 50 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi?
que le gouvernement gabonais a encore la possibilité, comme on l'a fait à Amadou au Niger, de le mettre au youf jusqu'à la fin des élections. Oui, mais c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique. On va toujours chercher le maillon faible. Quelqu'un a dit par ici qu'on ne s'oppose pas, qu'on ne défie pas un président qui a encore le pouvoir en main. Et ça risque, cette machine-là de Bongo risque de le broyer. Mais l'essentiel est que, bon, il a claqué la porte. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a claqué la porte. Ça permet à tous les observateurs de comprendre parce que cette démission forcément a des ramifications. Qu'est-ce qui peut l'amener à avoir démissionné maintenant? Est-ce que c'est le manque de respect qu'on a pour les députés? Après 19 ans, il a été président pendant 19 ans. Il a cautionné à la chosification de la plupart des députés. Maintenant, ça c'est un prétexte. Les vraies raisons, certainement, sont ailleurs. Mais quel impact cela peut avoir sur la candidature d'Ali Bongo? Forcément, il vient d'une région où il a un poids politique et Bongo va perdre dans cette zone-là ses voix. Est-ce que c'est prouvé? Parce qu'il y a peut-être d'autres cadres politiques qui ont été nommés dans ces régions. Dans ces milieux-là, quelqu'un qui a fait 19 ans à la tête de l'Assemblée nationale, il a eu le temps d'installer ses tentacules. Forcément qu'il il a été le parrain de plusieurs hommes politiques. Et ceux-là, aujourd'hui, lui doivent allégeance. Et c'est ce qui va se passer. Vous pensez qu'ils doivent lui devoir allégeance une fois qu'il n'est plus au pouvoir, il n'a plus les manettes du pouvoir en main? Il n'a plus les manettes du pouvoir. Ceux-là, justement, vont se rallier directement au pouvoir en place. Il maîtrise les couloirs du pouvoir. Il peut être en dehors et tirer les manettes, tirer les ficelles. Tout à fait. Donc, certainement que beaucoup, c'est vrai que tout le monde ne venait pas avec lui. Il y a d'autres qui feront allégeance à Bongo, vu les intérêts en jeu. Et je crois que cette démission n'émeut pas Ali Ben Bongo. Il est tranquille. Vous êtes sûr? Parce que oui, l'élection, on ne se lève pas du jour au lendemain. Pour aller aux élections, peut-être que les autres aussi se préparent. Et dis François Gongo, comment est-ce qu'on peut expliquer alors cette guerre? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un regroupement qui met d'un côté les anciens qui ont servi le père Omar Bongo, aujourd'hui qui se mettent ensemble contre le fils, aujourd'hui président de la République. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que cela ne ressemble pas au scénario togolais où à un moment donné, le président fort Gnassingbé s'est vu obligé de se séparer de ceux qui ont servi son père, le président Eyadema? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller dans le même scénario au Gabon? Je ne crois pas que ce sont les mêmes scénarios, en ce sens que si au Togo, la gérontocratie s'est opérée avec la complicité tacite et vive des caciques du RPT, n'oublions pas qu'il y a eu une guerre intestine entre les héritiers chromosomiques, les héritiers légitimes du vieux Eyadema à ce niveau, où Pacha avait été obligé de se retrouver un peu mis à la retraite anticipée. Mais au niveau du Gabon, au Gabon, il n'y a pas cette guerre entre les frères Bongo. Non, au niveau du Gabon, il y a plus qu'une guerre entre les frères Bongo. N'oublions pas ce débat il y a de la nationalité qui est d'ambition présidentielle. Oui, je pense que Japing est perçu comme un enfant spirituel. C'est le beau-frère. Voilà, un enfant spirituel du feu Père Bongo. Et lorsque Japing prend fait et cause pour l'opposition, d'abord à l'intérieur du parti présidentialiste, et ensuite pour les opposants de fait, au pouvoir en place, les opposants, les héritiers des opposants légendaires, du pouvoir en place, je crois que le président gabonais, même si on peut penser que la majorité simple au premier tour pouvant lui permettre de se faire élire, pourrait agir, même si on peut penser que la communauté internationale et tout ce qu'on connaît de l'Amada autour, de Elf et de toutes ces structures qui ont toujours pillé de manière allègrement dite les ressources minières, les ressources de toutes sortes, du Gabon et de tous les autres pays. Je crois que le président Ali Ben Bongo est en de sérieuses difficultés. Il a des... c'est à quelques jours. Il a des difficultés réelles. Il a des difficultés réelles. Un remaniement stratégique autour de lui. Non. Il veut renouveler la classe politique. Non, il veut mettre devant la scène politique la jeunesse qui le soutient. Non, je pense que la démission du président de l'Assemblée nationale, 19 ans après, est un signal fort de ce que ou Ali Ben Bongo est en train de perdre les gouvernails, ou bien il va tout faire pour faire un passage en force. Et là, les conséquences et les effets collatéraux seront énormissimes parce qu'il y a le mouvement, même si le Gabon, le Congo, à majorité, peuple bantou, si ces populations ont une autre conception de la chefferie, où on ne conteste pas systématiquement le chef, où le chef est souvent chef à vie, même si au niveau du peuple batéké, il y a quelques velléités, je crois qu'au niveau du Gabon, aujourd'hui,
l'équation ne peut plus être complètement respectée et Ali Ben doit avoir des sueurs froides dans les jours à venir, ne serait-ce que pour contenir la fronde populaire, parce que tous ceux qui sont partis représentent, comme l'a dit tout à l'heure Moïse, représentent une bonne partie de la population, ont des tentacules un peu partout, ont eu le temps d'irradier, de faire des lieutenants politiques, et le combat serait vraisemblablement rude. Oui, mais au même moment, il y a une jeunesse politique qui est là. Moïse Soulé, cette jeunesse politique, cette vieille classe aujourd'hui qui se regroupe, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on les éjecte une fois pour de bon, non, si jamais ces élections se passaient en faveur d'Ali Bongo? Non, non, je vais faire deux rapprochements. Le premier rapprochement, je vais remonter au discours de Manuel Valls, la bourde de Manuel Valls sur l'émission n'est pas couchée. Il a dit que le président gabonais n'était pas bien élu. Deuxième chose, le deuxième rapprochement, c'est par rapport à l'Afrique centrale. Il y a un problème de leadership aujourd'hui entre Sassou Nguesso et Ali Ben Bongo. Ça veut dire quoi? Que ces deux forces-là peuvent se rallier pour évincer Bongo fils du pouvoir et s'appuyer sur la classe, la vieille classe politique. C'est vrai que les jeux... Rien ne le prouve. Non, non, nous sommes dans les équations. Nous sommes dans les équations. Justement, peut, par des jeux de couloir diplomatiques, rétablir les liens. Ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est une guerre entre Ali Ben Bongo et Pascaline Bongo. Voilà. C'est une guerre entre... C'est la guerre fratricide, ça. Et de chaque côté des deux, il y a des regroupements. Jean Ping se trouve forcément avec Ali Ben, avec Pascaline Bongo, avec la vieille classe. Et de l'autre côté, lui, il a récupéré les jeunes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pascaline, c'est elle qui gère la fortune du vieux. Ça veut dire qu'elle est prête aujourd'hui à mettre à la disposition de l'opposition. Oui, mais lui, il est président également. Il a suffisamment également d'argent aujourd'hui. Le président de la République, il a toutes les... Il a de l'argent, d'accord, mais il avait fait il peut tisser tous les liens diplomatiques. Il a fait des promesses, il a fait des promesses à la jeunesse gabonaise. Qu'il va tenir certainement. Les promesses n'ont pas été respectées jusqu'à aujourd'hui. On va voter en août. Ce n'est pas à partir d'avril qu'on va se précipiter. Ça veut dire quoi? La jeunesse aujourd'hui est déçue. Et la vieille classe peut surfer sur cette déception-là pour récupérer la jeunesse. Et quand ça va être récupéré, ça va se poser des problèmes. Ce qui est sûr, ce que je crains, il ne faudrait pas que la situation du Congo arrive, c'est-à-dire qu'on va faire une élection, on va couper les médias. Et quand on va couper les médias, personne n'aura accès à ça. Parce qu'aujourd'hui, il sera difficile à Ali Ben Bongo d'accepter de perdre le pouvoir. Alors, comment est-ce que vous voyez ces élections? Les élections, elles seront tendues, selon vous? La campagne électorale au Gabon en août sera tendue? Non seulement la campagne sera tendue, mais on va revenir sur le dossier que Médélika a évoqué tout à l'heure, sa nationalité. Les gens vont revenir sur ce dossier-là. Oui, mais aujourd'hui, la population gabonaise est habituée. Ce n'est plus une préoccupation. Le gars a été élu une fois, ça fait jurisprudence. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer le débat? Non, non. L'opposition va chercher tous les dossiers par lesquels il faut le fragiliser. Il y a beaucoup de dossiers par lesquels on va passer. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas mieux de faire le débat plutôt sur le développement, les projets de société? Dites-moi aujourd'hui, quelle opposition en Afrique vous connaissez qui fait le débat sur les projets de société? Non, on fait les débats à partir de la personne qui a géré le pouvoir. Dans tous les pays africains, l'opposition n'a pas encore proposé une alternative crédible. Et c'est peut-être sur ce champ-là que Ali Ben Bongo, parce que lui, il a un bilan présenté. L'opposition n'a pas de bilan. Qu'est-ce qu'on va le reprocher? L'opposition, c'est les anciens caciques du pouvoir. Vous avez géré ensemble. Également. C'est un peu difficile que le peuple vous fasse confiance quand vous avez géré ensemble, vous avez bouffé ensemble, vous avez eu ensemble à faire de mauvaises choses et que brusquement vous vous levez pour dire aujourd'hui je me rends compte que les députés ne sont pas respectés. Alors que je crois que Ndama aurait mieux fait de trouver un autre prétexte. Si c'est le prétexte qu'il avance, qu'on ne respecte plus l'Assemblée, non. Ali Ben Bongo, c'est une machine. Et la machine est déjà installée. C'est vrai que la campagne sera difficile, les élections seront difficiles, mais en fin de compte, on va se retrouver dans le schéma du Niger. Il sera en fin de compte élu au second tour. Même si au premier tour, il n'arrive pas à faire le chaos, on va faire un semblant de second tour, mais à la fin, c'est lui qui sera le second tour. Il n'y a pas de second tour. Donc, quelles sont ses chances? Quelles sont les chances de Ali Ben Bongo, vous voyez, pour sa réélection? Est-ce qu'il a une chance? Il a une chance. Il a beaucoup de chance parce que, comme vous dites, il a encore les moyens de l'État entre ses mains. Il a encore quelques relations dans la sous-région. Il a encore quelques relations à l'extérieur. Parce que dans ces pays-là, la communauté internationale, quand nous voulons faire les élections, joue un rôle important. Parce qu'il y a le pétrole gabonais que les gens exploitent. Donc, le président va jouer sur ça pour mettre la pression sur la communauté internationale afin qu'on lui apporte un soutien de taille. Pour avoir tous les leviers. Mais François Gongo, vous voyez quelles sont les chances pour une réélection de je crois que lorsqu'on considère un peu le mode de scrutin et l'élection par la majorité simple dès le premier tour, Ali Ben Bongo va devoir aller par stratégie, multiplier les candidatures dans les zones où il pense ne pas gagner. Aller vers des ralliements de dernière heure par rapport
certains fondeurs qui peuvent également être récupérés, sur lesquels il détiendrait certainement certains dossiers et qu'il pourrait tenir par les nombrils à des moments donnés, il passera. Il passera, mais je pense qu'il laissera des casseroles et je pense que le Gabon va véritablement ressentir cette période-là. Merci Bédéric François Gongo, merci Moïse Soulé. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Sans transition, nous lançons le deuxième sujet du jour. En Guinée équatoriale, la campagne pour l'élection présidentielle du 24 avril démarre officiellement le 8 prochain. Mais quelle crédibilité peut-on accorder à ce scrutin auquel les deux principaux partis d'opposition ont décidé de ne pas participer parce qu'ils jugent le fichier électoral peu fiable et déplorent que ces élections aient été convoquées de manière anticipée, ce qui est contraire, selon eux, à la loi fondamentale. Nous lançons le débat, ce sera après juste cette virgule. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Angle de Vue. Ma première question s'adresse à vous, Moïse Soudé. Est-ce que vous pensez que ce retrait des deux principaux partis de l'opposition du processus électoral en Guinée équatoriale, ce retrait pourra avoir un impact sur le déroulement de l'élection dans ce pays? Non, que les partis de l'opposition se retirent ou ne se retirent pas, l'élection aura lieu le 24 avril. Vous savez, dans ce pays-là, le président a beaucoup travaillé, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher. Et quand un président travaille en Afrique, le peuple lui accorde sa confiance. C'est-à-dire que l'élection serait juste une formalité pour légitimer déjà un régime. Maintenant, si les partis de l'opposition se retirent, ça n'aura pas un grand impact. Parce que le président a travaillé, même si... Oui, mais il est quand même au pouvoir depuis plusieurs décennies. Oui, et il continue, il se dit qu'il a les moyens de gérer. Et voilà qu'encore quelqu'un qui a balayé tout le terrain, il est là, son fils est là, ses parents sont là, tout le monde. Il a mis pratiquement toute la famille dans la politique. Et quand vous mettez votre famille dans la politique, c'est quoi? C'est qu'à chaque niveau de responsabilité, chacun essaie d'installer sa machine. Et quand ça arrive, ça prend d'un coup et vous passez. Donc, ça s'est passé dans d'autres pays, on a vu que ça a fini par prendre fin. On sait comment ça finit. Ça va prendre fin un jour. Mais maintenant, là, ce n'est pas encore prêt de prendre fin. Parce que, vous savez, voilà un pays où on arrose tout le monde d'argent. Que veulent les citoyens? Qu'on leur accorde le minimum, le pain et la paix, et c'est fini. Le reste, ce que le président fait... Vous pensez que tout le monde est en paix en Guinée équatoriale, tout le monde est heureux? La majorité vit mieux, comparativement à d'autres pays. Donc aujourd'hui, que l'opposition, c'est vrai que ça va poser un problème au niveau de la communauté, un problème au niveau de la communauté, internationale. Quelle crédibilité la communauté internationale va accorder à ce scrutin sans la participation de l'opposition? Est-ce que ces présidents-là attachent du prix à la vie de la communauté internationale? Vous pensez qu'ils s'en foutent? Parce que voilà des présidents qui de temps en temps envoient, comme dirait l'autre, des mallettes à ces présidents-là de l'Occident pour entretenir leur pouvoir. Donc quand je participe à la survie de ton pouvoir, tu n'as pas de leçons à me donner. Donc c'est des jeux de couloir. Il sera mal élu, mais en fin de compte, il sera bien élu. François Gongo. Je pense que la nature du corps électoral au niveau de la Guinée équatoriale donne majorité, dans tous les cas de figure, l'ethnie à laquelle appartient le président. La plutocratie faisant ses œuvres au niveau de la Guinée équatoriale, le règne de l'argent, comme on l'avait dit, et la démission, la défection des deux partis de l'opposition, parce qu'il faut le constater, la même manière de faire de la politique, ce n'est pas de s'exclure du débat, c'est de participer au débat, quitte à ce que le constat soit établi, qu'on a été lésé dans la jouissance de cette pouvoir. La liste électorale est tronquée à la base. Et la Constitution n'avait pas prévu des élections anticipées. On anticipe. Je pense que c'est la Constitution. Je pense qu'il y a une structure qui doit être garante du respect de la Constitution. On me dira que cette structure est sous les ordres du président. Mais on doit la vérité de constater au niveau de la Guinée équatoriale aujourd'hui que même si on attendait normalement la date des élections, que même si toutes les conditions sont respectées, parce que ayant valablement fait profiter le peuple de la manne pétrolière, parce que ayant travaillé, il faut le reconnaître, parce qu'ayant procédé à une politique d'aménagement du territoire équilibré, de redistribution relativement acceptable de la richesse, le président Bazogo se retrouve presque en territoire conquis. Et je l'ai dit, on peut reprendre les élections 10 000 fois. Si c'est quelqu'un de son ethnie qui se présente au niveau de la Guinée équatoriale, il passera comme lettre à la poste. Tous les autres
représentent des minorités ethniques. Et c'est en cela que je me demande si la démocratie de type libéral, avec la logique de suffrage universel, doit avoir droit de cité dans les pays où les minorités ethniques doivent aussi avoir la possibilité d'être représentées au niveau du pouvoir d'État. Dans le cas de figure, et là, ceux qui maîtrisent la situation, là vont vous le dire, je crois les femmes sont en grande majorité. Et ce n'est pas une grande population. Les Équato-Guinéens ne sont pas très très nombreux. Ce sont des peuples qui presque se connaissent. Il n'y a pas trop d'inimitié. Et même si vous allez voir les opposants dont on parle, ont été abreuvés à la source principale du pouvoir tout le temps. Et il y a même des opposants de fait ou des défections à l'intérieur du parti central. Donc je crois que le président Bazogo, qui se dit bon africain, qui a donné des signaux forts de ce qu'il aime véritablement l'Afrique, doit accepter, pas de laisser le pouvoir, mais laisser le jeu démocratique se faire normalement. Oui, mais le jeu démocratique, c'est également la contestation. Donc, ils peuvent contester, mais le président peut dire, OK, moi, je suis la Constitution, je peux convoquer les élections. Contester, on ne conteste qu'après avoir été aux élections. Vous voyez, par exemple, au Niger, on a vu les opposants qui ont retiré leurs membres de la commission électorale. On les a vus donner un appel au boycott. Mais on a vu l'avocat du président Mamadou, qui n'avait aucune chance de gagner, dire que le candidat, même en l'absence du territoire, va se maintenir. Là, quand vous vous maintenez, vous avez la possibilité valablement de critiquer après. Mais lorsque vous boycottez, vous laissez le champ libre à votre vis-à-vis, il gagnera. Et comme la communauté internationale, a la manie de retrouver les situations électorales pas tellement contestables ou bien avec des petites difficultés qui n'entachent pas la crédibilité, le mot diplomatiquement. Trouver, je pense que voilà, tout est fait. Et ces missions multiples et multiformes d'observance qui se retrouvent être comme des machines, à manipulation. Alors, je crois qu'on va pas. Alors, on annonce également en Guinée équatoriale que le fils Théodorin prend désormais la tête de la direction de campagne de son père. Selon vous, est-ce que c'est la relève qui se prépare déjà ici? Oui, je crois que Théodorin a été à la bonne école. Du bon papa. Théodorin ne souffrirait pas des difficultés de nationalité comme Ali Ben Bongo. Théodorin a pu se faire des amitiés très solides à l'intérieur du pays au niveau des partenaires privilégiés. Je parlerai beaucoup plus des pays asiatiques, des pays asiatiques qui ont jeté leur dévolu sur la Guinée équatoriale, notamment au niveau du bois et également des ressources pétrolifères et gazières. Je crois que Théodorin fera un bon président du mouvement de son père. Et c'est une manière pour le sage et le vieux Bazogo de se retirer comme un bon sage pour laisser les choses être contrôlées. Vous voyez donc le président Théodore Obiang Nguema en train de lancer son dernier mandat. Vous pensez que ce sera son dernier mandat? Je pense que je l'aurais souhaité. Je l'aurais souhaité parce qu'il faut qu'il te donne le temps de se reposer également. Et il faut qu'il permettre au fils de son vivant de prendre le contrôle des choses, quitte à le guider lorsqu'il commettrait quelques erreurs. Sinon, s'il partait, il mourrait au pouvoir, je crains qu'il y ait quelques difficultés. Les risques sont là. Alors, Moïse Soudé, Théodorin, qui prend la direction de la campagne de son père, la relève, elle se prépare déjà. Non, la relève est assurée. Sûr. Sûr, parce que Théodorin, qu'est-ce que vous avez constaté? Il a maîtrisé la jeunesse. Voilà quelqu'un, il lui arrive d'arroser la jeunesse de milliards. Moi, je crois que c'est sur ce terrain-là que l'opposition devait commencer par se préparer. Parce que, visiblement, on voit que Bazogo est en train de passer déjà la main à son fils. Mais l'opposition n'a pas constaté cela. L'opposition a peut-être constaté, mais n'a pas les moyens de contester. Il n'a pas contesté, au moins qu'on n'a pas les moyens. Cette opposition peut faire dans ces conditions. Voilà, c'est pourquoi je dis, en Afrique, l'opposition doit proposer une alternative crédible. Voilà, Bazogo, il travaille. Et il y a ce qu'on appelle, ce qu'on a dit chez nous ici, qu'on appelle prospérité partagée. Là-bas, ça se constate. Mais il faut que l'opposition trouve un autre terrain. C'est d'avoir un projet de société à l'antipode de ce qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit, c'est une classe qui profite des biens du pays, mais les autres, il faut que l'opposition aujourd'hui prenne ce filon-là pour dire, nous ne sommes pas dans une monarchie. Parce que ça, c'est une monarchie qui se prépare. Le fils qui est directeur de campagne, ça veut dire quoi? Qu'il maîtrise plusieurs rouages. Il a ses entrées un peu partout. Il a de fortes chances d'être Premier ministre ou bien ministre d'État après ces élections. Et pourquoi pas même président de l'Assemblée?
Possible. Parce que si le président de l'Assemblée dit que là-bas, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Donc aujourd'hui, le père est en train de préparer son départ. C'est tellement que c'est son dernier mandat et après, il passe la main à son fils et personne ne dira rien. Oui, mais vous pensez que personne ne dira rien quand on sait que le fils également est menacé par cette histoire de bien mal acquis? Mais c'est à l'extérieur du pays. Il ne va pas rester éternellement à l'intérieur de son pays. Il ne va pas diriger la Guinée à l'intérieur. C'est vrai, au niveau des relations internationales. Oui. Vous savez, même si son père quittait le pouvoir, il va toujours tirer les ficelles. Parce que ce sont des relations que les gens entretiennent. Ouais, ce dossier-là, c'est vrai que ça a pris la pause. Personne n'en parle plus. Parce que aucun président n'accepte que son image soit salie. Quand son fils avait été coincé en Europe, très tôt, il est rentré chez lui. Ça veut dire que son papa a aidé des gens et c'est ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Donc les procédés de bon, ils s'en sont là et le père va tout faire. Oui, mais est-ce que cela ne risque pas d'empêcher son ambition présidentielle? Non, non. En fait, le père ramène le fils pour protéger ses arrières. Oui, ce dossier, parce que tôt ou tard, on va encore l'évoquer. Oui, tôt ou tard, mais pas de sitôt. Est-ce que cela ne représente pas un handicap? Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est mal vu. Un président, le fils d'un président qui a détourné les biens de son pays, à l'extérieur... Ce n'est pas prouvé. Les enquêtes sont en cours. Oui. On ne peut pas dire qu'il a détourné pour l'instant, mais les enquêtes sont en cours. Mais son image à l'extérieur va prendre un coup. Au niveau de certains pays, les pays qui tiennent vraiment à cela, mais les autres pays qui dépendent encore de... Il a parlé des ressources. Vous voyez, quand vous êtes un pays africain et que vous avez des ressources que l'Occident peut exploiter, on vous respecte. On vous respecte. Quel que soit le désordre que vous faites chez vous. Où est-ce qui s'est passé au Congo? On a coupé la communication, les gens ont voté, personne n'a rien dit. Est-ce que vous avez vu là, un seul pays de l'Occident lever le doigt? Tant qu'ils dépendent de vous, tant que vous pouvez leur apporter la manne financière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils se taisent tranquillement. Mais François Gongo, le dossier du bien mal acquis, est-ce que cela peut représenter un handicap? Non, je pense que normalement, il revient seulement et uniquement aux populations de la Guinée équatoriale d'apprécier si le bien ont été bien gérés ou bien été mal acquis. Je crois, écoute Joël, non, je crois que cette affaire, cette affaire avait été évoquée. On a parlé du président Paul Biya, on a parlé du président Denis Sassou Nguesso, on a parlé du président Omar Bongo. Et pourtant, je ne chanterai pas comme l'autre. Mais je constate tout simplement que selon que l'on profite aux Occidentaux, ou qu'on mette en cause leurs intérêts, comme ce fut le cas avec Gbagbo, on mettrait à vos trousses la communauté internationale, les grandes chaînes de télévision internationales et les grandes chaînes, j'allais dire, les grandes chaînes des médias internationaux pour vous coincer. Et si ça ne marche pas, on pourrait même faire descendre des troupes aéroportées pour vous arrêter, et amener vos rebelles à constater que vous n'avez plus le contrôle de la situation. Je crois que les peuples africains doivent sortir de cette réalité qui nous amène à constater que l'on est mal parti, l'on est mal barré lorsque l'on a la malchance d'avoir des ressources minières sous son sous-sol. Les peuples africains doivent, et comme les Béninois l'ont démontré si bien, les peuples africains doivent prouver que même si la France-Afrique impose un candidat, même si arithmétiquement on peut négocier entre deux trous d'avion l'avenir d'un pays, que les destinées de ces pays-là appartiennent aux populations. Donc il faut recommander que la société civile, il faut recommander que le mouvement syndical de prise de conscience et d'aiguisement de la conscience des populations soit au niveau des pays de l'Afrique centrale, comme on le constate au niveau des pays de l'Afrique occidentale et partout ailleurs. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tradition et la conception du pouvoir dans un pays où le chef est chef, le chef est vénéré, doit céder un peu place à l'acceptation des règles démocratiques. Mais dans ces pays-là, quand vous n'avez pas les moyens financiers, il vous sera difficile de faire de la politique. Parce que celui que vous avez en face de vous a tous les moyens. La société civile dans ces pays-là, il faut que l'État mette à leur disposition de l'argent. Vous n'en avez pas. Et parfois, vous savez, ceux qui sont à la tête de la société civile, parfois, ils font aussi des jeux de couloir en faveur du pouvoir en place. Donc, si vous n'avez pas les moyens... Ils revendiquent dans la journée et dans la nuit. La passerelle est vite faite au Bénin, on l'a vu. C'est ce qui se passe. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas contester. Merci, chers invités. Ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour. Je vous propose à présent de suivre le point de l'actualité sur le continent africain à travers ce flash d'information.
En Centrafrique, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, se dit profondément choqué par de nouvelles allégations de viol et d'exploitation sexuelle qui visent les casques bleus. La plupart des faits allégués se seraient déroulés dans la préfecture de Keno, dans le centre du pays entre 2013 et 2015, et concerneraient des éléments des contingents burundais, gabonais, mais aussi de la force française Sangaris. 10 villes de l'ouest de la Libye ont annoncé ce jeudi leur soutien au gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU et qui s'efforce de s'imposer dans un pays où deux autorités rivales se disputent le pouvoir depuis des mois. Pendant ce temps, quelques 300 personnes ont apporté leur soutien au gouvernement en manifestant sur la place des Martyrs dans le centre de Tripoli. Le Soudan du Sud a informé ce jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU de l'arrivée imminente de troupes rebelles dans la capitale Djouba. Une étape prévue par l'accord de paix d'août 2015 est censée mettre fin à la guerre civile. L'arrivée de ces forces par avion doit ouvrir la voie à celle de Riek Machar, le chef de la rébellion qui doit former un gouvernement d'unité et de transition avec le président Salva Kiir. Le débat se poursuit sur Sika. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma vient d'essuyer un nouveau revers. Et pour cause, la Cour constitutionnelle du pays lui a ordonné de rembourser dans les 45 jours qui suivent une partie de l'argent déboursé pour la rénovation de sa résidence privée Nkandla. Une décision saisie au banc par l'opposition qui demande la destitution du président sud-africain. Mais cette opposition pourra-t-elle enfin avoir la peau de Jacob Zuma? Nous lançons la discussion après cette virgule. Cette émission se poursuit avec mes invités, tous deux journalistes, Moïse Soudé de la radio Soleil FM au Bénin et Médéric François Gongo du quotidien Actu Express, qui paraît toujours du moins au Bénin. Je reste avec vous, Moïse Soudé. Encore un scandale de plus au compteur du président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Comment est-ce que vous expliquez cette propension du président sud-africain à aller vers les scandales? On dirait qu'il les aime. Il aime les scandales et je crois que c'est... Ils n'ont pas fait un bon casting. Un bon casting au niveau de l'ANC avant de le choisir. C'est un président scandale, il aime ça. Tantôt c'est scandale avec... Voilà un président. Oui, mais ça permet quand même de faire vivre l'actualité dans le pays. Non, voilà quelqu'un avant d'être candidat, il va coucher avec une femme qui a le VIH-Sida et dit que lui, après ça, il s'est nettoyé avec l'alcool, il ne prend rien. Voilà. Normalement, on ne devait même pas choisir celui-là pour être président. C'est l'homme à scandale, c'est l'homme à scandale. Et quand je suis un peu la décision, on dit... Il n'a qu'à rembourser un pourcentage raisonnable. C'est quoi un pourcentage raisonnable sur 15 millions d'euros? Oui, mais il y a déjà le fait qu'il soit condamné, qui est une première, une historique, une décision historique. Moi, à la place de la Cour, quand il va rembourser, on va chercher à savoir où est-ce qu'il a trouvé cette somme-là pour rembourser. Parce que s'il avait... Bon, c'est un président de la République. Non. S'il avait cet argent-là... Il a l'argent, il a les fonds secrets. S'il avait justement cet argent à sa disposition, il aurait pu utiliser ces fonds-là pour réparer son domicile privé et nous prendre dans la caisse de l'État. Maintenant, s'il s'engage à rembourser ce pourcentage raisonnable, il faut qu'on le lui demande. Où est-ce qu'il a trouvé les sous-là? S'il avait si tant d'argent, pourquoi il n'utilise pas son argent? Ouais, en Afrique, comme je le dis souvent, les présidents, ils font yo-yo. Ils font yo-yo avec l'argent. Est-ce que vous pensez que la procédure de l'opposition qui veut le destituer, est-ce que cette procédure a une chance? Voilà des oppositions qui attendent toujours qu'il y ait un dossier surfer sur le dossier. Oui, mais cette opposition a toujours été quand même... Je suis d'accord, mais virulente, vous savez, le vote, comme on veut le destituer, le vote de défiance, est-ce qu'ils font confiance à leur majorité? Parce que dans cette il n'y a pas la majorité à l'Assemblée, c'est l'ANC qui détient la majorité. Voilà. Non, même dans l'ANC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'ont pas le courage de parler à haute voix pour dire nous ne sommes pas d'accord. Parce que l'ANC aussi, c'est une machine à laquelle peut-être Zuma n'a pas contribué. S'il avait contribué à... Zuma a participé, puisqu'il a été en prison avec Nelson Mandela. Donc oui, vous savez, il peut aller en prison sans avoir... était un combattant. Non, il était un grand combattant. Vous savez, aujourd'hui, il est en train de saper l'héritage de Nelson Mandela. Bon, il vit aujourd'hui, après avoir lutté, aujourd'hui se dit, après l'effort, le réconfort. Ça veut dire qu'après moi, le déluge, c'est ça? Non, pas nécessairement. Je crois que l'ANC est à l'épreuve de sa énième crise. On l'a constaté avec le départ de Julius Malema, qui aujourd'hui dit que si le président Jacob Zuma n'arrivait pas à démissionner, qu'ils allaient le contraindre physiquement à travers un mouvement à partir. Il y a cette lutte intestine
au niveau des Hossa et des Zoulous, au niveau de l'ANC. Il y a le fait également que dans le processus de maturation de ce parti, ceux qui ont fait la guerre de libération sont en train de perdre du terrain pour la classe nouvelle, pour la classe montante. Donc je crois que tous ces faits convergent pour fragiliser davantage un président qui adore les bonnes choses et qui adore peut-être trop les bonnes choses. Donc dans le cas de figure, je crois que la procédure ne va pas aboutir parce que la grande majorité se retrouve encore du côté de l'ANC et du côté des caciques de l'ANC. Julius Malema, c'est vrai, a de la fougue, il a de la vigueur. Il a essayé de créer la fronde à l'intérieur, à récupérer un grand mouvement. Il s'appuie notamment sur les syndicats très forts dans le secteur minier. Il s'appuie également sur les déçus d'un système. Il fait une passerelle au niveau des autres ethnies qui ne sont pas du tout d'accord, ne sont pas contentes de la manière dont on conduit l'héritage de Nelson Mandela. Du patriarche. Mais Julius Malema, est-ce que ce n'est pas une autre représentation de Jacob Zuma en plus petit? Parce que on retrouve à travers Julius Malema la fougue d'un certain Jacob Zuma quand il était plus jeune. Oui, mais je crois que les signaux tels qu'on les constate aujourd'hui nous amènent à aller vers une régénération du contrôle au niveau de l'ANC. Les données d'aujourd'hui sont complètement différentes des données d'hier. L'Afrique du Sud aujourd'hui a dépassé, a surpassé les confrontations au niveau des ethnies. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique. Regardez toutes les difficultés que Jacob Zuma avait eues pour faire revenir l'ancien ministre des Finances. Il a choisi un ministre des Finances qui a été contesté très vite par tout le monde. Il a beaucoup de décisions qui sont contestées régulièrement, mais il est là tout simplement parce que la logique de faire venir ou bien de voir venir après un Hossa, un Zoulou a été respecté. Mais aujourd'hui, on doit transcender tout cela pour permettre aux plus méritants d'être aux commandes des affaires. Mais il sera soutenu par les lobbies financiers et économiques. Parce que ne l'oublions pas, ils ont réussi à construire. Je parle par exemple du MTN. MTN serait créé par les sous des grands retraités de l'Afrique du Sud. Et c'est un grand groupe. Autant ils ont des investissements au niveau du Nigeria, au niveau de beaucoup de pays, autant ils sont forts au niveau de l'Afrique du Sud. Et je crois que la procédure sera enrhumée, chemin faisant, mais clair et net que l'ANC va tirer les leçons de tout ce qui se passe et peut-être demander à Jacob Zuma de se retirer calmement avant que les rideaux ne tombent devant lui. Alors vous voyez donc un départ anticipé. Il peut y avoir une abdication. Il peut avoir une fin de mandat anticipée. Il peut, s'il ne veut pas tenir rien qu'à lui et à lui seul, s'il pense que l'ANC doit continuer d'être respecté, s'il pense que l'héritage du patriarche Mandela doit être d'actualité, il faut à un moment donné qu'il considère sa personne comme une toute petite personne par rapport au grand nombre. Les couleurs sont déjà annoncées, parce que l'ANC a dit qu'elle prenait acte du verdict et va l'étudier. Ça veut dire quoi? Qu'on peut déjà écouter, comme on l'a fait avec Thabo Mbeki. Parce qu'aujourd'hui... Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Non, non. Même s'il lui reste 2 jours, le destitut, c'est déjà un coup porté. Pas une destitution, peut-être une démission. Ce qui a su aujourd'hui, les gens ont voulu redonner à l'ANC l'image dans le temps. Parce que s'il y a déjà des fissures au niveau de l'ANC, forcément, il y aura de la fronde et les gens vont se séparer. Aujourd'hui, les gens veulent lutter pour maintenir cet héritage-là. Parce qu'il faut dire Zuma, tout le temps qu'il a passé au pouvoir, il a adoré les scandales. Et il aime les bonnes choses, comme l'a dit. Il aime trop les bonnes choses. Merci Moïse Soudé, merci Médéric François Gongo. Madame, monsieur, ce sera tout pour votre émission Angle de vue de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur Sika et sur notre site internet www.sikatv.info.